Bonjour ou bonsoir à tous, nous voici en musique pour un nouveau podcast autour de l'autisme et du relationnel. Alors, je vais embrayer assez vite parce que je suis fatiguée, j'enchaîne pas mal les vidéos, mais je trouvais ça assez sympa de nous faire plusieurs petites surprises dans la semaine là. Donc je m'y colle. Alors, il faut savoir que dans le critère diagnostic de l'autisme, le relationnel prend énormément de place. Il faisait partie des 3 critères diagnostiques et il en a plus que 2 et il est encore dedans. Donc, c'est très important. Ça prend beaucoup de place dans notre vie, le relationnel. C'est d'ailleurs grâce à ça, enfin, ou à cause de ça, je sais pas comment dire ça, que l'on peut le diagnostiquer facilement. Hein. C'est le rapport à l'autre. Hein. Alors, il y a bien sûr des différentes difficultés. Hein. Il y a l'autisme lourd, moyen, léger. Bon, vous imaginez dans lequel je suis, sinon je serais pas là à vous parler, à manier la technologie, etc. On appelle ça autisme de haut fonctionnement. Alors je crois que c'est parce qu'il y a le côté HP, plus Asperger. Parce qu'Asperger, c'est pas forcément au potentiel. Hein. C'est vraiment de 70 à 160 de QI. Donc voilà. Bref. Alors, concrètement, à quoi ça correspond ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des difficultés ? Alors ça, c'est un peu les choses vues du regard des neurotypiques, hein, de l'extérieur en tout cas. Alors vu de l'extérieur, bon bah il y a on va partir de là, puis après on va se mettre à de l'intérieur, hein, à la place des neuroatypiques. De l'extérieur, je dirais une personne qui se met beaucoup en retrait, qui évite un peu le relationnel, qui a moins peur d'être seule que la plupart des gens et qui favorise les relations duel. Une personne qui va beaucoup dire ce qu'elle pense de manière assez abrupte, qui est dans le jugement, qui est... ça c'est ce que pensent les autres, hein, c'est pas ce que je dis. je me mets à la place d'un neurotypique, hein, qui regarderait un autiste. Il comprend pas tout ce que je dis, il est en décalage, il est bizarre, il fait pas exactement tout pareil que moi, j'ai du mal à savoir où il veut en venir, pourquoi il me regarde pas, pourquoi il me touche pas, oh là là, il s'arrête toujours sur ça, voilà, c'est les choses essentielles que je peux observer dans le bar où je suis, et parce que du coup je le suis moi-même, j'en côtoie plusieurs, des personnes autistes, des personnes qui le sont pas, et donc je vois dans le bar les réactions entre les deux camps, un peu, c'est ça quoi, les neurotypiques et neuroatypiques, attention. Alors je pense que des deux côtés, il y a du jugement et de la de la mécompréhension, hein, vraiment, hein, parce que... alors... Mais c'est plus facile pour certains parce que ils sont dans les normes de la société, donc ils se posent pas ces questions-là. Il y a un tiers, il y a une grande part de la population qui est comme eux, donc ils sont plus légitimes, disons. Voilà. Ils ont pas l'habitude de se remettre en cause et du coup, le rôle de l'autiste, c'est un petit peu le rôle du vilain petit canard, hein, c'est un peu ça. Hein. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on sait bien que c'est un trouble du neurodéveloppement, hein, et donc, au niveau des stimulations, il y a énormément de stimulation vis-à-vis de tout ce qui est en mouvement, qui bouge, et beaucoup moins pour tout ce qui est statique. Donc ça va générer plus ou moins de choses. Ça va donner très peu accès aux codes sociaux, puisque ça passe à travers la posture, à travers tout ce qui est communication hors langage. Et donc, souvent, déjà, elle voit très peu d'utilité aux codes sociaux. Le genre, ça parle pas franchement. Ça crée un peu un côté un petit peu anticonformiste pour certains, ça dépend desquels, parce qu'il y a deux manières d'être. C'est soit
Bon, il y a un côté anticonformiste parce que bah, justement, on n'est pas trop à cheval sur les codes. Ou contrairement, certains, pour se rassurer, ils vont être très rigides, quoi. Donc bon, c'est comme tout le monde, hein. On est souvent dans les extrêmes, c'est plus difficile d'être dans les nuances. Il y a une difficulté à comprendre le deuxième, pardon, pour certains. Alors c'est pas trop mon cas, même si ça m'arrive de temps en temps quand même quand je suis fatiguée. Mais d'ailleurs j'en fais pas mal moi-même des blagues. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément exactement le même humour et puis une difficulté à comprendre le deuxième degré. Ouais, tout ce qui est métaphore, tout ce qui est... ça peut passer à la trappe pour certains. Donc il y a ça. Difficulté à reconnaître des personnes s'il y a beaucoup de changements. Ça, je sais que ça peut arriver pour des autistes moyens, voire légers de temps en temps. S'il y a un changement de coiffure, un changement de couleur ou quelque chose de... Il y a certaines personnes qui peuvent ne pas reconnaître. Donc du coup, elles ont besoin d'autres choses pour apprendre à reconnaître les gens. Hein. Alors, parce que justement, hein, vu qu'on n'a pas les mêmes codes sociaux et tout, on va essayer de trouver des moyens de compenser avec autre chose pour arriver au même résultat. Et puis, il faut pas sous-estimer le fait qu'il y a beaucoup de diagnostics dans l'autisme, il y a beaucoup de personnes qui ont des pathologies en plus, et il y a des pathologies oui. Et puis, il y a des pathologies aussi physiques. Donc, il y a... Voilà. Il y a le fait aussi qu'on est très hypersensible. Donc, la stimulation, ça nous fatigue. On va ressentir aussi beaucoup l'énergie des autres. Très empathe, très... Comment on appelle ça alors, contrairement aux idées reçues, on est capable d'empathie. C'est juste qu'on la montre pas de la même manière. Mais on est... Enfin, voilà. Faut regarder les actes et peut-être pas les mots, mais voilà. Par contre, la surstimulation, effectivement, ça fatigue et puis ça évite d'être trop longtemps dans les endroits où il y a beaucoup de monde, il y a de la lumière, il y a du bruit, ça c'est très fatigant. Et quand il y a beaucoup de monde, on sent l'énergie de tout le monde, alors c'est une horreur. Le regard, c'est fatigant, donc au bout d'un moment, ça fatigue. Alors ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le mouvement des yeux? Est-ce que c'est le fait d'être connecté à l'énergie de l'autre? Je sais pas, mais je sais que moi, ça me fatigue. Au bout d'un moment, ça peut me fatiguer, même si la plupart du temps, ça va très bien. Par contre, un truc aussi qui est vraiment fatigant, c'est écouter une discussion à la fois. Quand il y a tout le monde qui parle autour et qu'on doit se concentrer sur une personne, c'est difficile. Parce qu'en fait, notre façon de penser, elle est différente, elle est arborescente. Et des fois, on pense en images, donc on a besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à ce que dit l'autre et à comprendre. Et donc, pour les hauts potentiels, ça va, on compense. Mais pour ceux qui ne le sont pas, il y a besoin quand même d'un temps. Et donc, souvent, les relations duel, c'est favorisé. Et les discussions, on peut écouter qu'une discussion à la fois. Sinon, ça prend trop de place dans la tête, quoi. Donc, ouais, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'endroits calmes et voilà. Une très grande différence au sous-entendu. Alors ça, je sais que ça arrive plus souvent aux États-Unis ou en Asie. Beaucoup de sous-entendus, on a du mal à dire non et tout, donc on n'est pas franc. Mais je sais que ça arrive aussi en France parce que ça m'arrive. Mais ça, les sous-entendus, alors moi j'en fais, hein, je m'adapte quand même un minimum. Mais c'est un truc, on n'est pas fait pour ça, quoi. On est tellement premier degré de base, quand même, puisqu'on dit beaucoup ce qu'on pense et on n'arrive pas à comprendre que les gens disent pas ce qu'ils pensent, qu'ils peuvent pas oser être vrais devant les autres et tout, vis-à-vis des codes sociaux, tout ça, que c'est vraiment bizarre, quoi. Les sous-entendus... moi, je vois dans les séries coréennes où les gens, au lieu de dire quelque chose, ils disent un autre truc pour qu'on comprenne. Et donc, moi, ce que j'adorais, là, j'ai regardé dernièrement une série policière qui s'appelle Enquête tactile. Et il y en a un, en fait, c'est un gars qui a l'habitude de vivre à Séoul. Et donc la capitale. Et les autres, ils vivent en campagne. Et donc, du coup, en campagne, ils sont beaucoup plus dans les sous-entendus. Ils osent pas dire les choses en face et tout, donc du coup, on va dire que Séoul c'est plus occidental, donc forcément ils ont pas les mêmes codes.
Et du coup, l'autre, il fait traducteur pour le gars, quoi. Donc ça devient un peu l'humour, hein. Et bah moi, je me disais, mais c'est exactement ça. J'aimerais bien avoir un mec qui traduit, quoi. Parce que franchement, il y a des fois, je suis là, mais là, je regarde. Bah, un bon exemple, ça a été tout à l'heure, je regardais une émission. Et il y a une fille qui pose des questions. Et à un moment donné, il y a une personne qui pose une question gênante. Et la dame qui répond, bah, au lieu de dire non, elle renvoie en disant, mais est-ce que les gens, ça va leur plaire si je leur parle de ça, au lieu de dire que c'est plutôt elle qui se sent gênée. Bah ça passe à la trappe de beaucoup d'autistes, hein, je vous le dis, hein. Ça, c'est vraiment... moi, dans ma tête, la première façon d'interpréter ce qu'elle dit, c'est oh là là, elle est gentille, elle s'inquiète vraiment par rapport à ce que si les autres vont s'ennuyer ou pas. Alors qu'en fait, la plupart des gens, ils se disent mais non, mais c'est juste qu'elle ose pas. Et moi, je suis là, ah ouais, d'accord. Donc bon, voilà. Et bon, bah, ce que je disais, j'ai déjà dit, on dit tout ce qu'on on pense sans filtre. Alors des fois, c'est pas très bien pris parce que on n'est pas dans les codes sociaux. Et donc du coup, c'est la grosse misère. Moi, je sais que j'ai des amitiés qui ont cassé à cause de ça parce que j'ai vraiment trop dit ce que je pensais. J'ai pas fait gaffe à la portée des choses et il y a des fois, on a quand même une petite difficulté à se dire ah bah si on me disait ça, ça me ferait du mal. Ouais, c'est des fois on parle plus vite que ce qu'on voudrait, quoi. C'est un peu ça aussi, hein. Alors ça, c'est peut-être le côté HP surtout qui joue là-dedans, mais donc ouais, il y a beaucoup de maladresse quand même derrière tout ça. Mais le problème, c'est que les neurotypiques, ils vont prendre ça comme du fait exprès, et bah ça peut très mal se passer. Alors, vraiment. En tout cas, il y a beaucoup de jugements de leur part, beaucoup de mécompréhension. Et comme eux, ils ont l'habitude de pas dire ce qu'ils pensent et tout, bah enfin c'est un peu un cercle sans fin parce que il n'y a pas de discussions qui sont faites et donc le fossé se creuse à chaque fois, quoi. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que bah malheureusement, il y a énormément d'autistes qui se replient sur eux-mêmes, qui décident de plus être dans le relationnel. Et c'est pour ça qu'on dit que l'autisme et qu'en en psychologie, autisme finalement, c'est se replier sur soi. Je vois par exemple, c'est un des critères de comment on dit, la schizophrénie. Et en fait, au lieu de dire autisme, on pourrait dire simplement repli sur soi, alors que l'autisme, c'est bien plus que ça. Mais, oui, effectivement. Alors, quand on est hypersensible, déjà, avoir des moments où on est avec soi-même, c'est hyper important pour se ressourcer, parce qu'on est loin des ondes des autres et extérieurs, et on est moins de stimuli, donc ça nous repose. Euh, Et puis, ben, il y a le fait que bah, souvent on vit le jugement des autres et au lieu et on s'adapte énormément. On passe la première partie de notre vie à compenser et du coup après on en a un peu marre. On écoute nos besoins et puis au final bah on fait de plus en plus de choses qui correspondent pas forcément au code et puis bah voilà on choisit finalement d'avoir un monde restreint autour de nous, quoi. Enfin, moi, je parle pas forcément pour moi parce que j'ai des parents qui sont hypersensibles, une sœur aussi. Donc, moi, ma normalité, c'était l'hypersensibilité, la neuroatypie. Donc, j'ai mis du temps à comprendre ça à cause de ça. À faire le diagnostic en partie à cause de ça, parce que ma norme, c'était la minorité finalement. Donc, mais alors malgré tout ça, hein, justement, on aime bien le relationnel, on aime bien discuter avec les gens. Moi, ça me nourrit énormément de parler avec les autres. Pour moi, c'est un enrichissement. Et puis même si au début j'avais des rigidités vis-à-vis de ce que j'avais vécu dans mon enfance, j'ai vécu avec beaucoup d'hommes colériques et donc j'avais une très grosse difficulté à dialoguer sans m'énerver ou sans imposer mon point de vue et j'ai appris à le faire au fur et à mesure et heureusement. Et donc voilà, moi le groupe m'a beaucoup appris mais j'y vais c'est vrai au compte-gouttes parce qu'il y a trop de stimulation. Et j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin d'être aimé. Donc du coup, bon ben moi être seule ça me dérange pas. Donc je pense que ça, effectivement, il y a des choses qui emmènent les autres, hein. Mais quand même, hein, moi en tout cas je suis quelqu'un de très sociable. J'aime beaucoup les autres. J'ai même fait la fête pendant des années et puis voilà quoi.
Maintenant, je le fais plus, c'est trop fatigant pour moi, je peux plus me coucher tard et tout, j'ai besoin vraiment d'un rythme régulier. Enfin, j'ai vraiment une petite vie de mamie, mais bon, c'est pas grave, c'est ma santé qui veut ça. Ça s'améliorera sûrement en faisant attention. C'est vrai que pendant des années, j'ai pas écouté les besoins très élémentaires, donc du coup, forcément, le corps s'est fatigué plus vite. Alors je dis pas ça pour plaindre les autistes ou je sais pas quoi, hein, mais imaginez-vous être une minorité et avoir besoin de vous adapter à une société qui méconnaît un petit peu votre existence. Bah c'est compliqué. Déjà si elle prenait en compte les 30% de neuroatypiques qu'il y a, ce serait déjà bien. Parce que c'est quand même une bonne partie de la population et ça enlèverait une grosse compensation parce qu'au final c'est très fatigant. Mais ça permet d'acquérir de la résilience beaucoup facilement. Et du coup, pour ceux qui sont sur le chemin de l'éveil, ça les aide d'autant plus. Et pour ceux qui ne le sont pas, bah, ça leur permet de faire face à des obstacles beaucoup plus facilement que les autres. Et on est des personnes sur lesquelles on compte, souvent. Un peu comme les introvertis d'ailleurs. Ce sont des personnes qui observent énormément. Et on leur parle pas beaucoup, mais on compte sur elles. Parce qu'on se rend compte que quand elles parlent ou agissent, c'est l'essentiel, c'est des choses importantes. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais parler de mon expérience un peu. Hein. Alors j'ai quelques exemples comme ça de ce que je me souviens. Ah non, je suis pas sur le même thème là. Je me disais, mais ça correspond pas à ce que j'ai écrit tout à l'heure. Normal, je suis sur un autre thème que je vais faire plus tard. Alors, au niveau de mes expériences, moi récemment, je me suis rendu compte qu'avec certaines personnes, s'il y a eu des séparations, de la distance de mise, c'était parce que souvent elles attendaient des choses de moi, où il y avait des choses qui étaient claires pour elles ou évidentes qui n'étaient pas pour moi. Et donc du coup, ça créait des quiproquos. Et du coup, à un moment donné, c'est comme si on était mis sur un piédestal. Et après, notre image dégringole du jour au lendemain et ça va pas du tout, quoi. Alors ça m'est arrivé dans mes relations amoureuses, mais aussi amicales. Et comme je fais des relations très duel, la personne, elle va se sentir atteinte assez vite, en fait. Parce qu'en fait, elle va croire que... Enfin, elle va se rendre compte que je suis quelqu'un de très gentil, à l'écoute. Et puis à un moment donné, je vais faire quelque chose de tellement énorme pour elle qui la heurte que ça va pas ensemble. Et du coup, ça la repousse, quoi. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Il y a aussi pas mal de fois où je me rends pas compte que des fois, je dis trop des choses qui se disent pas. Donc ça... Par exemple, souvent, on sait on va tout raconter à notre conjoint, mais est-ce que c'est bien de le dire à nos amis qu'on a raconté ce qu'on a dit? Peut-être pas. Et puis pareil, il y a des débats que j'ai avec certaines personnes, je me rends compte que j'ai peut-être dit trop ce que je pensais, sans prendre en compte ce qu'elles pouvaient ressentir. Je sais pas, mais bon, je me rends compte que moi, les choses me touchent beaucoup moins. Alors ça peut m'arriver sur le moment d'être touchée, mais disons que je prends du recul assez facilement et je me laisse pas influencer dans mon jugement de l'autre par rapport à ça. Moi, j'accepte énormément de choses des autres et je me rends compte que c'est pas forcément le cas en face. Alors on va me dire oui, mais c'est comme ça partout. Ouais, mais je trouve quand même que les neuroatypiques, on va plus facilement accepter des choses, peut-être vis-à-vis de l'empathie, alors que les neurotypiques, je trouve qu'ils sont beaucoup plus vite dans le jugement. Et assez rigide par rapport à ça, par rapport aux codes sociaux, aux attentes qu'ils ont, ce qui est pas... Enfin, voilà. Peut-être que dans l'autisme, les rigidités elles vont être ailleurs, par rapport aux rituels, par rapport à... Voilà, hein, ça, c'est... Mais en tout cas, c'est pas à cet endroit-là que c'est existant. J'ai remarqué aussi que des fois, il y avait des quiproquos énormes parce que je pouvais reprocher des choses à quelqu'un. Et elle me disait, mais moi, je peux te reprocher exactement la même chose, comme s'il y avait des effets miroirs. Alors ça, j'ai remarqué ça énormément. Alors, est-ce que ça vient du fait que quand on est autiste, des fois, on imite les autres et pour s'adapter. Donc, du coup, il y a un effet miroir qui se fait, on s'adapte et en fait, on colle les défauts de l'autre. Alors ça, peut-être, hein, c'est possible. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais vraiment plusieurs fois. Et une fois, il y a une personne qui m'a dit que je manquais d'empathie, alors que moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, comment c'est possible de me dire ça à moi ? Qui ressent les émotions des autres,
qui ne sait pas être méchante et enfin vraiment ça m'a blessée quoi. Et il y a un autre truc aussi, c'est au niveau de la communication. J'ai remarqué que au bout d'un moment, on me disait beaucoup, à force de multiplier les relations, on me disait souvent que je regardais pas dans les yeux, que j'étais trop dispersée par rapport à des bruits. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais hypersensible. Je savais pas encore pour l'autisme. Mais en fait, j'avais de plus en plus de mal à écouter des conversations. Et du coup, on paraît égoïste parce qu'on peut parler, être le centre de l'attention. Bon, ça, j'ai un peu de mal, hein. Je le fais comme ça à travers l'ordinateur, mais en vrai, j'ai du mal à parler de moi. Ou alors, il faut vraiment une relation de elle où je suis à l'aise, quoi. Mais du coup, je suis capable de parler de moi pendant un moment. Et puis, bah, l'autre, après, j'ai du mal à l'écouter. Donc ça, forcément, ça, c'est pas bien pris. C'est logique, hein. Mais c'est parce que c'est pas le même coût énergétique, en fait. C'est énormément coûteux d'écouter. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui écoutent pas, d'ailleurs. Entendre et écouter, c'est pas la même chose, hein. Et donc, bah, j'ai appris à faire attention à ça. Mais c'est vrai que des fois, il y a des stimulations extérieures. Et ça, je peux pas m'empêcher voilà, de réagir aux stimulations. Et ça fait bizarre à certaines personnes. Elles ont l'impression qu'on les écoute pas. Donc bon, ben, ça, c'est les retours que j'ai eus, hein. Je sais pas s'il y en a d'autres. Généralement, les flappings, on me dit rien. Des fois dans la rue, je parle toute seule, je réagis, les surréagis. Mais ça, les gens ils disent rien, bah, peut-être dans leur tête, mais sinon, on va pas trop embêter avec ça. Mais par contre, ouais, il y a souvent des quiproquos, il y a souvent des fois des trucs que je fais, je vois bien que les autres ils sont un peu waouh, mais enfin, elle ose faire ça. Enfin, en plus de ça, moi je me cumule autisme et anticonformisme, alors parce que moi je suis née dans une famille de personnes assez anticonformistes. Ça a pas dû aider, hein. J'avoue. Donc, ouais. Souvent des regards bizarres comme ça. Mais ça j'arrive à le cerner. Donc ça va. Donc au niveau de mon vécu par rapport au relationnel, alors quand j'étais bébé, ça se passait plutôt bien. Avec ma sœur, ça se passait plutôt bien. Et par contre, quand j'étais à l'école, c'est vrai que j'ai beaucoup vécu de rejet de la part des autres et de la méchanceté. Je pense que les enfants, ils devaient sentir une différence. Puis de toute façon, quand j'étais petite, je mettais du temps à comprendre les choses. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir les yeux fermés pendant des années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les yeux fermés? C'est comme si j'étais pas consciente complètement du monde qui m'entourait. Et ça jusqu'à peut-être le collège, quoi. Jusqu'au collège. Donc vraiment, c'est spécial. Après, j'étais beaucoup plus à l'aise dans les relations duel avec des meilleurs amis ou des meilleurs amis. Ça, c'est clair. Mais j'arrivais quand même au lycée ou au collège à avoir des petits groupes d'amis. Plus peut-être au lycée, au collège, un peu moins. Mais j'ai vécu beaucoup le rejet. Je pense que les gens devaient comprendre là qu'il y avait des différences, mais puis moi, alors les codes sociaux, zéro, quoi. Puis j'avais pas confiance en moi, tout ça. Donc, Et puis en étant adulte, j'ai attiré énormément les gens toxiques. C'était horrible. Bah, ça, c'est les problèmes de tous les empathes. Donc il a fallu que j'apprenne à mettre des limites, que j'apprenne à dire non, et puis que j'attire des personnes un peu plus cool, quoi. Que je m'octroie le droit aussi, hein. J'ai travaillé aussi beaucoup la dépendance affective, ça évite d'amener les gens toxiques. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'accepte de pas voir souvent les gens, parce que moi j'aimais bien des relations, on se voyait souvent, enfin... Je sais pas, j'idéalisais beaucoup l'amitié comme ça, quelque chose de réciproque déjà, autour du fait de se donner des nouvelles, et puis de se voir souvent, de manière régulière. Enfin voilà. Et puis j'en ai eu des relations comme ça, et puis elles ont fini, et puis... Après, je me rends compte qu'aussi, comme je me suis énormément adaptée à la société, et puis après j'ai fait un gros travail d'éveil et de changement, et j'ai eu une santé, des problèmes de santé un peu invisibles, bah, tous les changements que ça impliquait, c'était dur pour les autres aussi de suivre. Donc du coup, ça a créé implicitement de la distance, et bon, j'ai eu beaucoup pendant une période de burn-out aussi, j'ai eu beaucoup de repli sur moi. Et puis, bah, ce qui n'a pas aidé, c'est le confinement. Alors là, je me suis encore plus repliée sur moi-même. En plus, avec des difficultés dans le couple et autres, bah, il a fallu que je me concentre là-dessus. Donc, ouais.
Donc, mais bon, maintenant j'ai compris, mon équilibre, c'est plus dans des petits groupes où bah déjà on a des valeurs en commun, ce qui aide pour la communication. Et puis, ouais, voilà, c'est comme ça que je préfère être en groupe et que je me fais plus ou moins des amis. J'essaye de rencontrer des neuroatypiques, pas que des autistes. Et puis des neurotypiques, mais dans vraiment des contextes spécifiques parce que c'est trop fatigant, quoi. Vraiment, moi j'arrive difficilement maintenant à communiquer avec eux. Voilà. Et oui, bah c'est vrai que je rebondis sur ce que j'ai écrit et ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'injustice qui peut arriver quand même quand on vit ça. Parce que souvent, on s'adapte beaucoup plus puisqu'on ne fait pas partie de la norme. Et bah, du coup, au bout d'un moment, on est fatigué de s'adapter tout le temps et que les autres le fassent pas. Ça, c'est très très dur à accepter. Ça crée un sentiment de rejet, un besoin de reconnaissance énorme. Et puis, bon, bah, la confiance en soi, zéro, quoi. Donc quand on arrive à prendre du recul là-dessus, c'est déjà beaucoup mieux. Mais bah, du coup, ça crée la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, de rejet, tout ça, quoi. En plus des blessures de l'enfance et du stress post-traumatique vécu à cause des problèmes de bruit pendant des années et des gens méchants. Euh, Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura intéressé et que c'était assez cohérent pour vous. Là, c'était vraiment un défrichage hein, autour du relationnel. Peut-être que je continuerai un peu dessus et on verra au fur et à mesure. Souvent, hein, les thèmes, c'est ce qui me viennent par la tête. Donc, voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.